bienvenue de la part du collectif Santé Mauges. Donc, moi je m'appelle Alain Boucher et je suis membre fondateur du collectif avec plusieurs personnes qui sont ici présentes au premier rang. Et donc d'abord je voudrais remercier peut-être la municipalité de nous permettre d'avoir cette salle là. Et puis alors, pourquoi vous êtes là? Pas pour m'écouter, mais pour écouter quelqu'un d'autre. Peut-être un mot quand même sur le collectif Santé Mauges. Donc le collectif Santé Mauges est né il y a à peu près 1 an et demi, à travers des professionnels de santé. Et puis progressivement ça a grossi. Et puis en été 2021, on a eu la chance d'avoir un très beau discours d'un jeune président de la République. Et ça a fait absolument exploser le nombre d'adhérents. Donc merci. Donc le collectif Santé Mauges donc, a se donne plusieurs directions. Il s'est créé d'abord pour informer, c'était la première mission qu'on s'était donnée, c'était informer le plus possible. C'était aussi donc, de soutenir aussi particulièrement les soignants qui étaient suspendus, et ils le sont toujours, hein, et toujours sans rémunération. Donc ça fait partie aussi de notre vraiment soutien encore actuel aujourd'hui. C'est aussi donc les rassemblements auxquels vous avez participé pour un grand nombre d'entre vous, et puis donc on se retrouvait toutes les semaines pendant très longtemps, puis après toutes les 2 semaines, et là on est en pause aussi parce qu'on attend un petit peu ce qui va se passer dans quelques temps, et on verra comment on se remobilisera donc pour se retrouver tous ensemble. Et puis on a aussi le collectif a évolué aussi en créant des antennes. Il y a 5 antennes donc, au niveau du collectif Santé Mauges. Donc il y a l'antenne de Cholet, il y a l'antenne de Sèvres-Moine, il y a l'antenne de Mortagne, l'antenne de Beaupro et l'antenne de Chemillé. Ce qui permet d'avoir des activités locales de proximité, qui permet à toutes les personnes qui le souhaitent donc, de se relier les unes avec les autres. Et ça c'est extrêmement précieux parce qu'actuellement ce dont on a plus besoin, c'est de liens entre nous. Alors, pourquoi cette conférence? Eh bien, cette conférence de ce soir, je vais vous donner 5... vous avez peut-être, pour ceux qui sont adhérents au collectif Santé Mauges, il y a une charte. Vous la connaissez? Alors, je vais vous lire seulement 5 points de la charte qui expliquent un petit peu pourquoi il y a cette conférence ce soir. Le premier point, c'est informer sur la réalité sanitaire et sociale en s'appuyant sur des données médicales et scientifiques fiables, vérifiables et sans conflit d'intérêt. C'est le premier point. Un autre point, développer un sens critique sur toutes les informations diffusées par les médias en s'appuyant sur des experts reconnus et indépendants. Ce qui est le cas de Laurent Mukeli qui est là ce soir. Un autre point aussi, c'est démasquer les informations unidirectionnelles et permettre un vrai débat démocratique. On n'a pas beaucoup jusqu'à maintenant. Un vrai débat démocratique et scientifique afin de rendre chaque citoyen responsable de sa propre vie, de la vie ensemble et de la santé de tous. Un avant-dernier point, allier rigueur et bon sens. Et pour terminer, respecter nos différences et la dignité humaine. Voilà des grandes lignes du collectif Santé Mauges que nous voulons mettre en œuvre à la fois sur l'ensemble du collectif et à la fois dans chacune des antennes du collectif. Alors pour y voir clair dans tout ce qui se passe depuis 2 ans dans notre société, nous avons besoin d'experts qui permettent de décrypter un petit peu la réalité. Et ce soir, nous avons la chance d'accueillir Laurent Mukeli, qui est donc sociologue et directeur de recherche au CNRS. Laurent donc, a écrit un livre que vous avez peut-être vu dans l'information, La doxa du Covid. Et donc c'est de ce dont il va nous parler ce soir. Peut-être un dernier mot avant de te laisser la parole, Laurent, c'est un peu la philosophie donc, du collectif Santé Mauges. Pour nous, c'est vraiment de développer notre esprit critique. C'est essentiel pour ne pas se laisser embarquer dans la narration officielle. Le deuxième point, c'est pour moi le discernement. Bien discerner ce qui est réel et de ce qui est irréel dans ce qui nous est raconté. Et puis le dernier point qui pour nous tient à cœur aussi vraiment, c'est la bienveillance. Et c'est avec ces éléments-là aussi que nous pouvons évoluer et faire évoluer aussi donc notre vie ensemble. Donc je vais laisser la parole
à Laurent Mukeli. Et Laurent, un grand merci d'être là avec nous ce soir. Merci beaucoup, merci messieurs, dames d'être venus si nombreux, ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup pour tous les organisateurs qui ont permis cette soirée. J'ajoute un petit remerciement tout personnel, je n'ai pas l'habitude de le faire, mais il se trouve que, comme mon nom ne l'indique pas, ce qui indique la partie paternelle et corse de ma famille, il se trouve que la partie maternelle de ma famille est de la région. Mes grands-parents sont enterrés à Cholet, maternelle. Ma mère est née à Cholet, c'est donc j'ai donc une petite émotion un peu particulière à être là. Il y a des membres d'ailleurs de ma famille qui sont là aussi. Et ça me parle d'autant plus que nous vivons une époque où les gens qui nous gouvernent et ceux qui leur soufflent à l'oreille, j'en parlerai tout à l'heure, prennent des décisions qui viennent fracturer nos milieux professionnels, fracturer nos familles. Moi je ressens au contraire une profonde filiation et une profonde complicité avec un certain nombre de valeurs dont j'ai hérité de par ma famille des deux côtés. Et je vais dire quelques mots pour me présenter maintenant. Alors, c'est pas pour le plaisir de raconter ma vie, ça s'arrêtera là. L'anecdote personnelle, elle est vraiment liée au... D'accord. Je suis dans l'ombre. Désolé. Donc quelques mots personnels, c'est pas pour le plaisir de raconter ma vie, mais c'est parce qu'il est essentiel que vous compreniez ma démarche, comment je travaille, comment je me permets de dire ce que je me permets de dire. Et également parce que malheureusement, dans également cette étrange époque dans laquelle nous vivons, qui est une époque de guerre, hein, M. Macron avait raison de le dire, je ne sais pas s'il mesurait la profondeur de ce qu'il disait quand il disait ça, je ne le pense pas, c'est plutôt une posture, mais en réalité c'est bien ça, une guerre de l'information, donc il reste aussi des citoyens les uns contre les autres, comme je l'ai dit, et une guerre de l'information dans laquelle tous les moyens sont bons pour discréditer, pour tuer symboliquement, socialement, toutes les personnes qui lèvent la main à un moment donné en disant « Excusez-moi, je ne suis pas d'accord, je pense qu'on pourrait discuter de ça. » Pour prendre un seul exemple, si des gens qui ne me connaissent pas voulaient se renseigner avant de venir ce soir et taper mon nom sur Internet, ils ont dû tomber sur le fameux moteur de recherche Google, dont je reparlerai tout à l'heure. Ils ont dû tomber très rapidement sur la fiche que l'encyclopédie en ligne Wikipédia me consacre, et donc découvrir avec effarement que j'étais quelqu'un qui était donc complotiste, anti-vax, d'extrême droite, antisémite, climato-sceptique, quoi d'autre, mangeur d'enfants, tout ça. Alors si c'était une légère déformation de la réalité, on va dire cette bonne guerre, quand ça fait dire aux gens le contraire de ce qu'ils sont, ce qu'ils disent et ce qu'ils écrivent depuis 30 ans, c'est tout à fait autre chose. Hein. C'est donc véritablement une guerre d'information, une propagande, une guerre d'influence. Hein. On est prêt à dire et faire n'importe quoi, absolument n'importe quoi. Donc, voilà. Il se trouve que je suis un intellectuel de gauche, c'est une autorité publique, et il ne s'est pas passé quelque chose, que sais-je, le 24 février à 8h15, tout d'un coup, vous savez, comme dans le sketch Darwin, une autre personnalité a surgi. Non, voilà, pas du tout. Hein. Comme disait Rouleau, je n'ai pas changé. C'est bien la même personne qui fait le même travail. Voilà. Alors ce travail, quel est-il? Être chercheur au CNRS, au Centre national de la recherche scientifique, ça a plusieurs implications pour moi, ça les a toujours eu, j'ai toujours dit ça dans mes conférences. Ça prend d'autant plus de sens sans doute dans la période que nous vivons. La première conséquence, c'est l'adhésion à l'éthique de la recherche dont le premier principe fondamental est le désintéressement. C'est le fait de chercher la vérité pour la vérité, sans aucune autre forme de considération. Je n'ai évidemment aucun conflit d'intérêt au sens socio-économique, donc rien à gagner au sens pécuniaire du terme. Je n'ai pas non plus d'intérêt de carrière. D'ailleurs, si j'avais voulu avoir des intérêts de carrière, ça aurait été un très mauvais calcul de ma part. C'est le contraire, je paye tous les jours, hein, au plan professionnel, comme tous ceux qui, encore une fois, ont levé la main en disant « Excusez-moi, il faut discuter de ça, c'est pas tout à fait vrai ce que vous dites. » Donc ça aurait pas été le cas. Je n'ai pas non plus je n'ai pas d'intérêt politique caché, je ne suis membre d'aucun parti politique, je ne roule pour personne. J'aurais dit exactement la même chose si d'autres personnes ou les adversaires de ceux qui dirigent actuellement avaient pris les mêmes décisions et dit les mêmes choses, j'aurais fait exactement la même chose. Pas encore d'autres intérêts, que sais-je, de sociabilité, familiaux, de solidarité avec tel ou tel groupe, ou que sais-je. En résumé, je n'ai strictement rien à gagner à ce que je fais, plutôt y perdre en réalité, mais rechercher la vérité pour la vérité, c'est le principal.
ça n'a pas de prix. Deuxième chose, nous sommes face, pour comprendre la crise sanitaire, elle a une dimension évidemment complexe, plurifactorielle, il faut aller chercher des savoirs. Je parle en tant que chercheur dans de nombreuses disciplines, hein, très différentes. J'avais prétendu être virologue ou médecin, par contre, je suis allé chercher la compétence. J'ai mené des entretiens, c'est une grande banalité des BABA de mon métier, des entretiens avec effectivement des virologues, des généticiens, des immunologistes, des épidémiologistes. Voilà. J'ai allé chercher la compétence. J'en ai publié une partie dans une enquête qui a commencé dès le début. Je ne suis pas non plus ce qu'on va voir sans doute arriver de plus en plus dans les mois qui viennent. Le gars ou la fille qui arrive à la fin, quand la bataille est finie, pour distribuer les bons points, en disant oui, bien sûr, je savais, machin. Non, j'ai commencé en février 2020, au tout début. Et c'est public, puisque ceci a été publié d'abord sur le blog que je tenais sur le site internet du journal Mediapart, depuis l'origine, dont j'étais un adhérent depuis l'origine. J'en reparlerai sans doute quand j'évoquerai les phénomènes de censure, le comportement des journalistes dans cette crise depuis 2 ans et demi. Et puis ensuite, eh bien, c'est ce travail qui est rassemblé dans les 2 livres. Je remercie aussi l'éditeur, le libraire qui est venu les proposer ici. Ce travail est un travail d'équipe, donc c'est pas moi tout seul dans mes rêves la nuit ou en tapotant sur YouTube tous les soirs, machin, qui construit des choses. C'est un travail de recherche d'équipe, une équipe informelle qui s'est constituée au fil du temps, avec, à 2 exceptions près, une 50aine de personnes, à 2 exceptions près des personnes que je ne connaissais pas. C'est d'ailleurs l'occasion de saluer 2 des contributeurs à cette enquête qui sont ici. Donc Pierre Chaillot qui est ici, Amélie Nuit, merci beaucoup à tous les 2. C'est un grand plaisir, c'est la première fois que je les vois. Cette 50aine de personnes sont, à 2 exceptions près, exclusivement des universitaires, des chercheurs et ou des médecins. Enfin, dernière chose que je veux dire pour que vous compreniez ma démarche, être chercheur au CNRS, donc je suis fonctionnaire d'État, et ça a une autre conséquence importante pour moi, que là aussi je disais déjà avant dans mes conférences, c'est ce que j'appelle moi volontiers le service public de la recherche. Et ça a une conséquence fondamentale, qui est que vous me payez avec vos impôts. Alors je vous dois un service, c'est un service public. Je suis à votre service, pas au service du gouvernement du moment. Et ça, c'est tout à fait fondamental. Je regrette beaucoup. Je regrette beaucoup que beaucoup de mes confrères, fonctionnaires pour les différentes fonctions publiques, oublient ou n'aient pas conscience de ce que signifie la notion de service public. Qui n'est donc pas de répéter les consignes ou les ordres qu'on reçoit du gouvernement du moment qui passera, alors que nous resterons. Voilà. Alors j'en viens maintenant à la présentation de ce travail. Je vais commencer par m'expliquer sur les mots. Doxa du Covid. Si j'emploie ce mot de doxa, c'est pas pour faire le malin bac plus 10 qui emploie un mot qui n'est pas usité couramment. C'est parce que ce mot a une fonction analytique. C'est un vieux concept philosophique qui a été importé en sociologie, ma discipline principale, par un sociologue français très important qui s'appelait Pierre Bourdieu, qui a été un de mes maîtres, et qui désigne, alors allons-y pour montrer l'intérêt de ce concept, un premier niveau, la doxa, c'est le discours dominant dans une société donnée, à un moment donné, sur un sujet donné. Okay. Deuxième niveau d'analyse, si ce discours est dominant, c'est parce que c'est le discours des dominants, des élites qui dominent la société. Troisième niveau d'analyse, encore plus intéressant, à travers ce discours, les élites qui dominent la société non seulement commentent le sujet du moment, mais produisent un discours qui vise également à les justifier et les légitimer dans leur fonction d'élite, par opposition, et en surplomb à, au fond, la stupide populace que nous sommes, qui ne savons pas, alors que eux savent. Autrefois, d'autres formes de légitimité étaient recherchées par ceux qui dominaient les sociétés. Les rois allaient chercher le droit divin pour se justifier. Dans les sociétés néolibérales, c'est la justification au nom du savoir, de la compétence, la science avec un grand S. Donc c'est ça qu'il s'agit d'utiliser, qu'il s'agit d'étudier, aussi cette façon dont les élites se légitiment pour mieux dominer la société. Alors, ce que mon travail m'a amené à comprendre petit à petit, c'est la structure on peut l'appeler l'histoire, le récit, la narration, le conte, bref, ce qui nous est raconté par l'élite qui nous domine, comme étant la vérité de ce que nous serions en train de vivre depuis 2 ans et demi.
je vais dire de manière encore plus simple et imagée, mais qui dit très précisément ce que je mets en évidence, et sans doute ce pourquoi ça dérange tellement. Quelle sera, dans 10 ans, l'histoire qui sera écrite dans les manuels scolaires et que nos enfants et nos petits-enfants apprendront? C'est ça l'enjeu, c'est ça qui m'intéresse. Quand on leur dira, alors, chapitre 3, en 2020, dans 10 ans, dans 20 ans. C'est ça que je viens questionner et mettre en question. Et je viens de mettre en question précisément parce que j'appartiens à la recherche scientifique. Et que la science, c'est pas une espèce de dogme, n'est-ce pas, qu'on répète en annonnant et en marchant comme ça. Ça, c'est autre chose. L'idéologie, la religion, total respect pour les croyances des uns et des autres, qui sont parfaitement légitimes et essentielles. Chacun doit les exprimer, ça s'appelle la démocratie. Mais la science, c'est pas ça. C'est pas un dogme que tout le monde répète en marchant. La science, c'est quelque chose où, par définition, toute affirmation est discutable, par principe même, est discutable et potentiellement réfutable. C'est le b.a.-ba. C'est le b.a.-ba de la science. Voilà. Une traduction concrète, lorsque M. Véran publie un petit clip qui tourne dans les télévisions en disant, par exemple, on peut discuter de tout sauf des chiffres. Ça s'appelle un argument d'autorité, c'est le contraire de la science, c'est l'anti-science. J'ai longtemps donné un cours d'introduction aux méthodes en sciences sociales à l'université, et donc au chapitre des méthodes quantitatives, la règle numéro 1, les chiffres ne parlent pas d'eux-mêmes. C'est nous qui les faisons parler, sachant comment ils sont produits. Et on peut du coup leur faire dire des choses très différentes. Donc la science, c'est ça. Ce qui se passe actuellement, c'est le contraire. C'est des choses qui sont faites au nom d'eux. C'est un argument d'autorité. Et je ne peux là aussi que déplorer que nombre de mes collègues fassent semblant de l'avoir oublié, de ne pas le comprendre, et qui diront, ah oui, la science. Non, la science, c'est pas un dogme, c'est pas un truc qu'on répète. C'est une vérité du jour qui peut être fausse le lendemain, parce qu'on a fait une nouvelle découverte, une recherche, etc. Donc on doit changer à ce moment-là ce qu'on pensait. C'est ça. Alors quel est ce récit d'histoire officielle, et celle donc qui voudrait qu'elle soit écrite dans 10 ans, dans 20 ans, les manuels scolaires? Alors, je crois pouvoir l'analyser à travers 4 séquences qui constituent une histoire. C'est quelque chose qui a un début et une fin. 4 séquences qui s'enchaînent logiquement et chronologiquement. Alors je vais d'abord les énoncer, puis je les commenterai rapidement pour montrer comment elles sont à la fois par principe et de facto discutables. Et dans une dernière partie, je m'interrogerai sur quelles sont les personnes, les groupes, les forces qui énoncent ces prétendues vérités, les gardent jalousement, tapent sur la tête de tous les gens qui osent dire peut-être pas aussi simple, machin. Quels sont les acteurs qui derrière imposent ce récit, cette narration, comme la vérité officielle qui serait indiscutable. Là, le menu du soir. Alors je commence par énoncer. Début de l'histoire. Surgit, pour nos pays européens, au début de l'année 2020, un virus qui, je cite le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, constitue, ouvrez les guillemets, une menace mortelle pour l'humanité. Traduction concrète, nous risquons tous de mourir. C'est le premier élément de ce que j'appelle la doxa. Il est fondamental, c'est celui qui installe la peur. Qui plus est, la plus forte peur qui se puisse concevoir, la peur de mourir. Il est, je répète, fondamental. Jusqu'à aujourd'hui encore, un certain nombre de nos concitoyens sont toujours restés fixés à ce premier stade, celui qui installe la peur, et celui qui nous branche sur le registre émotionnel et pas rationnel. Pour simplifier, c'est pas le même cerveau. Devant, derrière, c'est pas le même. C'est tout à fait fondamental. On ne peut pas faire un travail scientifique lorsqu'on est branché sur le registre émotionnel. Je ne citerai pas évidemment, mais je connais quantité de collègues pour qui j'ai le plus grand respect, pour les travaux qu'ils ont pu faire, qui se sont mis pourtant à se comporter comme des petits-enfants et à dire n'importe quoi parce qu'ils étaient terrorisés. Deuxième élément de la doxa, qui vient en rajouter une couche, si je peux me permettre l'expression, qui nous fait passer de la peur à la terreur, consiste à dire, deuxième élément, et nous ne pouvons pas soigner la maladie qu'engendre ce virus, la Covid. Donc, troisième séquence, vous voyez l'enchaînement logique et chronologique, troisième séquence, la seule chose que nous pouvons faire, c'est tous nous cacher sous le lit, ça s'appelle le confinement général. Enfin, quatrième élément, fin de l'histoire, Deus ex machina, nous ne pourrons ressortir de sous le lit où nous sommes cachés,
que le jour où arrivera la délivrance par le vaccin. Amen, serait-on tenté. En France, donc, il y a 105 000 médecins généralistes à peu près, entre 135 et 140 000 infirmières, infirmiers libéraux. Donc on a en gros 250 000 personnes qui sont la première ligne de défense. C'est la médecine de proximité, ceux qui sont au plus près de la population, au plus près des familles. Ah bien, non, vous restez à la caserne, on va faire la guerre sans pas besoin. Bon, ok. Ensuite, depuis 12 ans, lorsque survient l'épidémie, à coût de dizaines de millions d'euros d'argent public, et exclusivement public, on avait construit un super bombardier pour en cas de guerre, le IHU de Marseille. Il n'y a pas qu'un, il y a 7 IHU en France, qui sont tous issus d'un grand concours public, lancé en 2009, pour constituer des pôles d'excellence, de spécialités différentes, qui soient du niveau de la compétition internationale, qui soient des instituts hospitalo-universitaires où on allie la recherche et le soin, comme était autrefois l'Institut Pasteur. C'est ça l'idée. En 2009, l'IHU arrive premier ex-aequo du concours. Les mêmes dont on dira après, donc, ce sont des charlatans, empoisonneurs de malades. Ah bon, okay. Donc le super bombardier, on dit tu vas rester autour de ta base, puis voler autour de ta base, et puis pas nous emmerder avec autre chose. Ah bon, ok. Deuxième élément clé de la stratégie, donc c'est cette décision-là. Wow. Ensuite, dans une guerre, on cherche à recruter des suppléants, des mercenaires, des alliés. En l'occurrence, le gouvernement nous dit en 2020, oui, c'est vrai que, une fois qu'on lui a signalé quand même, vous savez que dans l'armoire du ministère de la Santé, ils dorment, des plans épidémie, des plans pandémie, parce que ça fait pas tout à fait la première fois quand même qu'on est confronté à une épidémie ou une pandémie. Il y a une très très longue histoire en réalité, et puis il y en aura d'autres. Voilà. D'ailleurs, une note de bas de page là aussi, si on était capable de faire ça ce coup-ci, qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois alors? Qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois? Financer pour chacun des abris anti-atomiques, etc. Non. Pardon. Donc quand on lit ces plans épidémie, ces plans pandémie, etc., il est écrit partout la première réponse, la première ligne de défense, c'est la médecine de proximité, c'est la médecine de ville, c'est écrit partout. Il est écrit partout également que la stratégie de base, c'est quand on est confronté comme ça à une nouvelle épidémie, c'est dès lors qu'on a identifié le virus et qu'on peut le séquencer, c'est de tester les personnes, si elles sont contaminées, les isoler, pour pas qu'elles contaminent les autres, les soigner au fur et à mesure du temps, encore une fois, en progressant, en découvrant la maladie. Alors, quand on disait ça au gouvernement, en mars 2020, il répond oui, on aimerait bien, on n'a pas assez de tests, on ne peut pas le faire. Ah bon? Je suis de Marseille, ils les ont fait. Comment les ont-ils fait? En cherchant, en recrutant des mercenaires. Et oui. Et qui s'est présenté en disant, mais on peut vous faire des tests, nous? Les vétérinaires, par exemple. C'est l'occasion de rappeler que les vétérinaires, ce pas des gens qui donnent des croquettes aux chats. Ils ont un doctorat de médecine. Accessoirement, les épidémies chez les animaux, ils connaissent bien aussi. C'est très répandu. Alors on dit non, c'est pareil. J'ai pas besoin de vous, retournez donner des croquettes aux chats. Et puis quand on a besoin, on est en guerre, qu'est-ce qu'on fait? On fait des réquisitions quand on n'a pas de matériel. Alors allons-y, citons le nom de toutes ces villes où les reportages télévisés mettaient en scène ces hôpitaux débordants, les malades qui traînaient dans les couloirs, dans la rue, quand on organisait le transfert en TGV, en avion même, en Corse, je partais de Bastia en avion, etc. Quel est le problème ici? Le problème, c'est que dans beaucoup de ces villes, à quelques centaines de mètres, il y avait des cliniques privées où les lits étaient vides. Les lits étaient vides et armés, à quelques centaines de mètres. Qu'est-ce que c'est que cette stratégie qui, donc, au final, a fait reporter la totalité de la charge de l'épidémie sur l'hôpital public, qui lui-même s'écroule progressivement depuis 30 ans. Alors, moi, j'ai compris ça m'a rappelé des souvenirs et des lectures passées. Alors pas comme tous mes chers collègues qui se sont pressés d'aller relire La peste de Camus, La peste. Ça permettait de placer après la bonne petite citation de Camus. Moi je conseille plutôt de relire le livre d'un très grand historien français qui s'appelait Marc Bloch, qui a écrit un livre qui s'appelle L'étrange défaite, où il analyse la défaite de 1940. Il montre que cette défaite est due à l'incompétence de l'état-major.
l'hôpital public, c'était la ligne Maginot, hein, de 40 en fait, quelque part. Genre super intelligente, je suis désolé, c'est catastrophique comme stratégie. La stratégie d'état-major est catastrophique. Et si on a perdu une guerre, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Stratégie d'état-major. Mais donc revenons à notre narration officielle. En théorie, on ne pouvait pas soigner. Alors je vous épargne la liste longue, qui n'est pas terminée d'ailleurs, hein, la longue liste de toutes les propositions thérapeutiques qui ont surgi et que le gouvernement et les médias, hein, qui se sont fait la chambre d'écho et le porte-parole, dans un unanimisme confondant, au mépris de toutes les règles de l'éthique du journalisme lui-même, hein, l'indépendance vis-à-vis des puissances de l'argent, des puissances politiques. Ils ont fait tout simplement l'écho, le relais, la force de propagande du gouvernement pour tuer toutes les propositions thérapeutiques qui se sont succédées et qui ont été nombreuses. Il n'y a pas que celle de l'IHU de Marseille, hein, il y en a eu d'autres. Hein. Donc je vous épargne ici tous les détails de ça, c'est raconté encore une fois dans des chapitres entiers hein, du livre. Il y a un chapitre par exemple qui s'appelle la fable politico-médiatique de la dangerosité cardiaque de l'hydroxychloroquine. Quelle fable, hein. Un petit mot quand même, parce que c'est intéressant, on va en parler tout à l'heure. Quand on lit donc ces dizaines et dizaines et dizaines d'articles répétant tous exactement la même chose, hein, en mode avril, mai, juin 2020, quel était l'argument ultime utilisé dans les papiers des journalistes? La preuve de la dangerosité cardiaque de l'hydroxychloroquine. Eh bien, c'était des rapports de pharmacovigilance, collectés notamment par le centre de Nice, du CHU de Nice. Et quand on lit le détail du rapport, pas juste le petit résumé de la première page, hein, mais des rapports qui font plusieurs dizaines de pages, quand on lit le détail, on a même quelques indications, d'abord sur le nombre de morts qui étaient là tout d'un coup, imputés directement et par relation causale simple à la prise d'hydroxychloroquine. Retenez les mots parce qu'on va parler après tout à l'heure des vaccins et de la pharmacovigilance. Donc là, tout d'un coup, on trouvait dans ces rapports, alors pas 1000, pas 100, pas 50, 4 morts. Donc, le dernier rapport qu'utilisaient tous ces articles. Et on avait même quelques détails quand on allait lire jusqu'à la page 83 ou 95, voilà. Quelques détails sur ces 4 morts. Alors, le premier est un suicide polymédicamenteux. Une personne ce qui existe, absorber un tas de médicaments, dont l'hydroxychloroquine. Okay. Je me demande ce qu'il vient faire là, quand même. Hein. Sur les trois autres, qui ne sont pas tous précisément renseignés, on n'a pas forcément de détails, il y en a 2, peut-être 3, qui sont en réalité des automédications. Donc, on peut, je suppose, c'est l'hypothèse la plus simple, des personnes qui, dans la panique, ayant par ailleurs une boîte de Plaquenil, c'est la marque courante d'hydroxychloroquine dans la pharmacie, se sont surdosés, dans la panique, ont avalé. Alors oui, c'est l'occasion de rappeler, oui, c'est sûr que si vous avalez toute la boîte de Plaquenil, oui, vous allez avoir des complications cardiaques. Mais si après la conférence ce soir, vous avez mal à la tête, j'espère pas, et que vous rentrez chez vous, vous avalez toute la boîte de Doliprane, vous finirez aux urgences dans la nuit. Vous finirez, voilà. Et oui, j'ai pas besoin d'avoir fait un doctorat de médecine pour comprendre qu'un médicament sous-dosé est inefficace et un médicament surdosé devient toxique. Et pourtant, un échange que j'ai là, à cette époque-là, avril-mai 2020, avec quelqu'un qui se présente comme un journaliste scientifique, Sylvestre Huette de Libération, dont je découvrirai par la suite qu'il a contribué à l'écriture d'articles sur le site internet du Vidal. Donc, a priori, grand spécialiste, m'envoie un message rageur sur Twitter. Comment pouvez-vous défendre un médicament toxique qui tue les gens? Voilà, donc je lui réponds, le dosage, ça vous dit quelque chose? Non. Donc il y a des médicaments qui sont, derrière ça, creusons encore, donc il y aurait des médicaments qui sont bons en soi ou mauvais en soi. On verra tout à l'heure qu'on a même voulu nous faire croire, encore M. Macron, campagne présidentielle, là, il y a quelques semaines, vous voulez de la chloroquine, allez voir Mme Le Pen. Donc il y a des médicaments de droite et des médicaments de gauche. C'est une blague. C'est une blague, Enfin, ces gens-là, soit sont totalement incompétents, soit nous prennent vraiment pour des idiots, Donc c'est... Ou les deux en général, c'est ça? Donc non, je le redis, j'insiste, il n'y a pas des gentils médicaments, les méchants médicaments, ils ne sont pas non plus de droite ou de gauche, les médicaments. Voilà.
une science ou un art, comme disait médical, hein, le dosage, c'est tout à fait essentiel. Fin de la parenthèse, mais vous allez voir qu'on va se resservir tout à l'heure on va parler de la pharmacovigilance, pour montrer le deux poids, deux mesures systématique. Cette histoire est une espèce de malhonnêteté intellectuelle systématique. On se sottise, on les demande en général. Alors revenons maintenant à notre troisième élément hein, de l'histoire. Donc la seule chose qu'on pourrait faire, prétendument on ne peut rien faire, pas soigner, il faut rester à la maison. La seule chose qu'on peut faire, c'est donc tous se cacher sous la table. C'est le confinement général. Moi j'ai très rapidement, quand j'ai vu ça, j'ai dit, quand même, pas souvenir d'avoir jamais vu un truc pareil. Hein. Donc je suis allé relire des plans qui dorment dans l'armoire du ministère de la Santé, là, plan pandémie, plan, etc. J'ai cherché, peut-être c'est très facile, hein, vous affichez un PDF, vous faites rechercher dans la page, vous tapez le mot confinement, confiné, machin. Il n'existe pas. Il n'existe pas, non. Waouh, c'est intéressant. Il y a un rapport qui évoque l'idée de peut-être confiner certains endroits ou certaines villes lors de l'épidémie au Mexique, lors de l'apparition de l'épidémie H1N1. On en parlera peut-être un peu tout à l'heure d'H1N1. C'est pas la première fois, c'est pas la première fois avec beaucoup de choses d'ailleurs, beaucoup de mécanismes. On a vu déjà s'esquisser en 2009-2010, donc une dizaine d'années avant. Et alors le gouvernement non seulement prétend que c'est la chose qu'il fallait faire, mais en plus dit que c'est merveilleux, c'est comme ça qu'il a sauvé des vies. Et là, ça va même plus loin, car une équipe de gens certainement extrêmement intelligents, beaucoup trop pour moi, hein, pour nous, hein, vont même du coup publier, ou je dirais même le gouvernement va faire publier, sur le... Alors c'est pas dans une revue à comité, on passera notre temps à vous dire « Oh, ce que vous dites, mais oui, non, sur le site internet de l'école de santé publique de Rennes, pas très loin d'ici. Hein. Donc on est dans la hiérarchie et dans l'administration. Sur le site internet de l'école publique de Rennes, on a 3 de ces extraordinaires et tellement puissants gens qui font des statistiques sur ordinateur, jamais vu un malade, qui nous ont chiffré en plus le nombre de vies sauvées. Hein. 61 423 ou 538, je ne sais plus, mais à l'unité près. Ils sont très très forts. Non, mais vraiment, ils sont très très forts. C'est une blague. C'est une blague. J'ose dire, j'attends qu'on vienne attaquer, que le début de l'idée même de ce que serait une tentative d'évaluation de l'impact des confinements sur la société française n'existe pas et n'a jamais existé dans la pensée du gouvernement. Voilà. Ce serait une opération de recherche importante, difficile, pluridisciplinaire, qui devrait mobiliser beaucoup de personnes. J'y participerai très volontiers, j'ai beaucoup d'hypothèses, d'idées, de débuts d'embryons de choses d'ailleurs, hein, et de débuts d'embryons de bibliographie internationale aussi. Voilà. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'il y a des effets qui sont bien sûr économiques et financiers, il y a des effets sociaux, il y a des effets psychiques, il y a des effets individuels, des effets collectifs, il y a des effets immédiats, des effets de moyen terme, des effets de long terme. Pour ne prendre qu'un seul exemple, dès le début également, hein, du premier confinement, parmi les petits groupes de discussion, j'en avais un avec trois professeurs qui enseignaient dans des lycées professionnels des Bouches-du-Rhône, où je résidais à l'époque, et qui étaient extrêmement inquiets de l'ampleur des phénomènes de décrochage scolaire. Chez les élèves qui sont déjà plus fragiles que d'autres, en lycée professionnel. Le décrochage scolaire qui amène derrière des échecs scolaires ou des orientations qui n'étaient pas celles qu'on aurait souhaitées, etc. Ça, non seulement c'est un résultat immédiat, mais c'est quelque chose qui en réalité, du coup, marque toute la trajectoire scolaire de l'adolescent en question. Et comme vous le savez, j'enfonce des portes ouvertes, mais il faut les rappeler aujourd'hui, hein, tellement ces choses élémentaires, évidentes, essentielles, s'évanouissent, disparaissent, appartiendraient à un monde d'avant et tout serait nouveau. Waouh! C'est pas simplement donc, immédiat, c'est toute la carrière scolaire, et comme vous le savez, le diplôme est une des clés majeures de l'accès à l'emploi, donc comme on dit en sociologie, de l'entrée dans la vie adulte. Par conséquent, ce qui se passe là peut avoir potentiellement des conséquences sur toute la vie, en réalité, des personnes concernées. Voilà la profondeur, l'importance qu'il y aurait à évaluer réellement. Je répète, le début de l'idée de ce travail n'a jamais existé. Si on était sérieux. Enfin arrive la fin de l'histoire, hein, Deus ex machina, la délivrance par le vaccin. Alors allons-y aussi. Et pareil, allons-y tranquillement, allons-y avec des raisonnements, avec des données. Hein. Tout ceci n'a rien d'extraordinairement compliqué en réalité. Hein. On était encore une fois sur le mode rationnel et de la libre discussion scientifique. Quel est le premier élément? Quelle n'a pas été ma surprise lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la chose, vu l'importance qu'a pris depuis une vingtaine d'années, à la fois dans l'industrie pharmaceutique et par ailleurs, je dirais, dans l'idéologie professionnelle du corps médical. Hein,
Le vaccin, c'est une idéologie professionnelle, encore médicale. Quelque chose de ce type-là, une sorte de religion professionnelle. Le vaccin, c'est bien, point. Point. Point final. Quelle n'a pas été ma surprise, compte tenu de l'importance que ça a pris, qu'on voit tous les jours, apparaît le truc, du singe, machin. Première réaction, c'est ah, où est le vaccin, il en faut un, machin. Il n'y a plus que ça comme. Donc du coup, je m'attendais, compte tenu de l'ampleur que ça a, je m'attendais du coup, moi, à découvrir en faisant ce que je fais tous les jours. En plus, je suis placardisé, j'ai du temps libre, plus personne n'a rien à me demander, donc je peux toute la journée m'informer tout seul. Donc je vais à la bibliothèque de médecine de la ville où j'habite, et en avant, je cherche. Je m'attendais à trouver des rayons entiers de travaux de vaccinologie, des laboratoires de recherche entiers, avec des vaccinologues extrêmement compétents. Que nenni, mes amis, que nenni. Les travaux scientifiques de chercheurs, qui, je dirais, se comptent sur les doigts des mains, en réalité. Les doigts des mains. J'aurais presque tendance à dire sur les doigts d'une main. D'une main. Ah, par contre, si vous voulez trouver des gens qui parlent, oui, ça, ils sont légion. J'ai fait un autre exercice il n'y a pas très longtemps, toujours pareil, faculté de médecine, bibliothèque universitaire. Je vais au rayon histoire de la médecine, je trouve 15 manuels, je lis les 15, qui tous évidemment ont un chapitre sur, sur les vaccins, Jenner, Pasteur, jusqu'à nos jours, et qui en réalité répètent tous la même chose. Certains, par moments, presque l'impression de paraphrase, de recopiage, avec à chaque fois la longue liste des maladies qui ont été éradiquées dans l'histoire de l'humanité grâce aux vaccins, etc. Et à ma grande surprise, se répète, et sans référence, à se demander si quelqu'un un jour a essayé juste de vérifier. Chose incroyable, vérifier. Alors j'ai trouvé un collègue, CNRS, médecin par ailleurs, qui s'appelle Michel Delangerie, qui a écrit une flopée de livres et qui lui a fait ce travail. Ah, vous me dites que telle maladie, entre les années 1920 et 1965, j'en sais rien, dans tel pays, a été éradiquée grâce à la vaccination. Je vais vérifier. Un peu la base du métier. Je vais vérifier, je cherche les statistiques de l'époque, machin, la maladie, les données qu'on a sur elle, son évolution. À telle date est introduite une vaccination générale. Est-ce que, du coup, c'est à partir de là que, bim, la courbe s'écroule, la maladie disparaît? Il montre que dans à peu près 80% de la liste, machin, ce n'est pas le cas. Donc il y a d'autres choses, l'hygiène, l'alimentation, etc. Donc qu'est-ce que c'est que ce discours de l'ordre, en fait, de quoi presque envie de dire une espèce de croyance au Père Noël, un truc un peu magique. Le vaccin est arrivé, la maladie a disparu. C'est miraculeux, presque. Là, je dis, l'idéologie professionnelle, presque une sorte de religion professionnelle. Ce n'est pas sérieux d'un point de vue scientifique. Ce n'est pas sérieux. De même d'ailleurs que l'utilisation d'un mot au singulier, le vaccin, pour englober des centaines de médicaments différents qui ont des process de fabrication différents, qui ont des compositions différentes, qui utilisent des adjuvants différents, et au fil de l'histoire, il y a fortiori puis Pasteur, mélanger tout ça dans un grand sac, secouer et appeler ça le vaccin, c'est bien, c'est une blague scientifiquement, c'est une blague. C'est un travail sérieux, on ne peut pas faire des choses aussi superficielles. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas sérieux, il faut aller voir au cas par cas. Rien que des vaccins anti-Covid, il y en a en fait des centaines. Donc on est les 4 qui sont les gagnants de la grande compétition financière dont on va voir tout à l'heure dans quelles conditions elle s'est réalisée, d'urgence et parfois de corruption. Mais il y en a en réalité une centaine dans le monde. Alors si on était sérieux, on va reprendre là aussi le b.a.-ba. On pose toujours à minima 3 questions face à l'arrivée d'un vaccin. Est-ce qu'il protège l'individu contre la maladie en question? Protection individuelle. Deuxièmement, est-ce qu'il a une fonction collective? Est-ce qu'il casse les chaînes de contamination et que donc il donne une protection collective, donc la fameuse dimension altruiste? Et puis troisième élément, est-ce qu'il a pour conséquence des effets secondaires plus ou moins graves, et si oui, en quelle quantité? C'est le b.a.-ba, les 3 questions qu'on doit toujours poser. Alors en avant, discours officiel, toujours pareil. M. Véran, à l'Assemblée nationale, lors du vote de la loi du 5 août 2021, par exemple, le vaccin est sûr et efficace à 95%. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Donc déjà, on va mélanger, donc il y a 3 questions, on va les ramener à une seule affirmation, tout mélanger, sortir un chiffre magique. Si c'est le chapeau, le lapin, 95%. Première chose, c'est ça, déjà, ramener une complexité, un seul truc, mettre un chiffre, et donc en fait un argument d'autorité, pour dire c'est merveilleux, c'est parfait, c'est bien, point final. Ce n'est pas sérieux.
ce n'est pas sérieux. Mais on peut même aller plus loin. D'où vient d'ailleurs ce chiffre magique-là? 95%, d'où vient-il? Fin de la parenthèse. Alors allons-y maintenant, commençons par ce qui était le plus mis en avant, qui a supporté tout le discours, toute la propagande, la fonction collective, le vaccin altruiste. Hein. Le pape a dit un acte d'amour. Donc quoi, chacun ferait mieux de s'occuper de ce qu'il connaît, quoi, hein, son domaine. Théologie, liturgie, respect, mais voilà, pas bien parler de questions scientifiques, pareil, c'est pas possible ça. Alors allons-y, parce que c'est le plus important. Tout ça a été mené au nom de la morale. Au nom de la morale. Vous ne voulez pas vous êtes vacciné, vous êtes un sale égoïste, une sale égoïste. Vous mettez en danger la vie des autres. Ça, le cœur de la propagande. Hein, c'est la moralisation, la culpabilisation. Alors soyons très clairs. Toute personne un peu honnête et un peu informée, ou accessoirement d'ailleurs qui ouvre les yeux un peu sur ce qui se passe même autour d'elle, hein, arrive très très vite au constat que vous pouvez être vacciné une fois, deux fois, trois fois, attraper et transmettre le virus. Point. On va voir, les deux autres questions sont plus complexes, mais celle-là, elle est très simple. Vous pouvez vacciner une fois, deux fois, trois fois, 4, 10, si vous voulez, vous pourrez attraper et transmettre. Par conséquent, tout ce discours moralisateur, culpabilisateur, etc., repose sur un mensonge du point de vue scientifique. C'est un mensonge. Les deux autres questions sont déjà plus complexes. D'abord parce que la réalité est complexe, ensuite parce que l'accès aux données est parfois complexe. Alors, deuxième question, la protection individuelle. À en croire, là, encore une fois, le discours politico-médiatique, hein, puisqu'il est inséparable, officiel, c'est... Enfin, les choses sont simples, vous savez, c'est noir ou blanc, hein, les gentils, les méchants, amis, ennemis, 0 ou 100%. Journal Le Monde, hein, j'en parlerai peut-être, parce que pour des gens comme moi, quelle désillusion, hein, quand j'étais étudiant, deuxième moitié des années 80, je m'étais abonné au journal Le Monde pour lire et entendre autre chose que la propagande des gouvernements. Hein. Aujourd'hui, et je dis bien, j'ai pas de plaisir, ça me fait mal au cœur de le dire, hein, mais aujourd'hui, je vous dirais, si vous voulez connaître la propagande du gouvernement, lisez le journal Le Monde. C'est dramatique. Je répète, ça ne me fait pas plaisir de dire ça. C'est terrible, c'est absolument terrible. Tu vois, le journal Le Monde, puis tous les autres, hein, l'hôpital saturé par une épidémie de non-vaccinés. Alors quelle est la réalité pour autant qu'on la connaisse? On a du mal. On a fait un texte aussi avec mes collègues il y a quelques temps, on réclamait notamment un autre organisme de statistique publique, l'adresse, qui donne des chiffres qu'il a, mais qu'il ne publie pas. Des choses aussi simples que le statut vaccinal des gens qui meurent de ou avec le Covid. Pas compliqué, hein, juste le publier. Voilà. Donc on va chercher ces données, puis dans d'autres pays, Angleterre, Israël, machin, etc. On essaie de faire des estimations de choses qui sortent petit à petit. Alors, pour simplifier et imaginer les choses, le résultat de ces calculs, c'est pas 0 ou 100%. Hein. Non. Allez, pour vous donner une image, fixer les idées, hein, ça ressemble beaucoup plus à un deuxième tour d'élection présidentielle. Mais, voilà, 60-40, 58-42, 55-45, voilà. Donc ça doit se discuter tranquillement et en fonction des classes d'âge et de ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque. Voilà. Et si on connecte ça avec d'autres constats qu'on a fait tout à l'heure, à savoir, on l'a déjà dit, il n'y a jamais eu de risque de mortalité quelconque en deçà de la classe d'âge de 60-65 ans. Alors pourquoi vous voulez vacciner les gens qui ont moins que cet âge-là? Pourquoi? Si ce n'est pour écouler le stock de vaccins. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas risque, et que par ailleurs, on vient de le dire, ça ne change rien aux chaînes de contamination. Donc, pourquoi? Dans une vidéo très récente, M. Delfrécy, président du Conseil scientifique Covid-19, l'a reconnu lui-même. Des temps, hein, il y en a d'autres, ils n'ont pas encore... ils sont allés tellement loin qu'ils ne sont pas M. Fischer, pas encore vraiment reconnu. Il y aura peut-être un jour, hein, un peu tard. Et oui, un peu tard, parce qu'en attendant le troisième élément, il y a des effets secondaires graves ou peu graves, d'ailleurs, les deux, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a fait là aussi, au mois d'août 2021? Eh bien, on a tout simplement regardé les données de pharmacovigilance. Nous dire, voilà, on en parlait tout à l'heure, l'hydroxychloroquine. On a regardé ces rapports, on les a regardés en France, en Angleterre, aux Pays-Bas, en Suisse, aux États-Unis et à l'échelle de l'Union européenne.
avec dans certains cas des données où il y a très peu de transparence, comme en France. Il faut aller chercher sur le site de l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité des médicaments, on finit par tomber sur un document PDF et qu'on prend et qu'on doit lire et prendre pour argent comptant. Il y a d'autres pays où les choses sont plus transparentes. Aux États-Unis, il y a une base de données de pharmacovigilance qui existe depuis 1990. Donc au moment où on l'étudie, il y a 31 ans d'existence. La base de données est en ligne. Vous pouvez rentrer dedans, faire vos requêtes informatiques. Je veux savoir tel médicament à telle époque, tel sexe, telle classe d'âge, machin. Voilà, ça devrait être transparence infiniment plus grande. Donc on a fait ça dans tous ces pays. Le résultat, là aussi, pour résumer rapidement les choses, il y a un chapitre entier du tome 2 également là-dessus, on a montré qu'en réalité, il n'y a jamais eu autant d'effets indésirables graves pour d'autres vaccins. Et en comparant des choses comparables, c'est-à-dire des vaccins qui ont fait l'objet de campagnes en population générale, comme par exemple aux États-Unis, les vaccins contre la grippe saisonnière. Alors, là aussi, entendons-nous bien, et surtout, restons calmes et ne faisons pas n'importe quoi, surtout si on reproche à d'autres de faire n'importe quoi. Le moindre des choses, c'est d'appliquer le principe de symétrie. Là aussi, une base de l'honnêteté intellectuelle. Donc je le dis parce que j'entends parfois, quelques personnes qui, sans doute par panique, n'arrivant pas à leur dominer leurs émotions, disent aussi n'importe quoi en ce sens-là. Donc on ne peut pas d'un côté critiquer les gens qui nous mettent dans la peur en prétendant qu'on va tous mourir et en disant que c'est faux, et puis de l'autre s'empresser de dire les vaccins, on va tous mourir. Non, pas dire, c'est pas vrai. Je me souviens un jour dans une manifestation, des formations professionnelles, moi je prenais des photos, toutes les pancartes, etc. À un moment donné, j'ai même essayé de compter le nombre de manifestants, comme fait la police, de manière ordinaire. On se met au début, on filme jusqu'à la fin, on évalue le nombre de personnes qui passent par minute, et on fait l'addition à la fin. J'ai fait ça aussi, pourquoi ? Parce que quand j'allais à une manifestation, puis je lisais le journal le lendemain, je disais, mais on n'était pas au même endroit. C'est pas vrai, c'est pas possible. J'avais l'habitude de ça, 10 000 selon les syndicats, 20 000 selon la police. Sauf là, c'est pas la police, c'est les journalistes qui minimisaient volontairement les choses. Ça pose un petit souci, déontologique aussi, quand même. Donc j'ai même fait ça pour montrer que on racontait un peu n'importe quoi. Mais donc je lui ai mis les panneaux aussi, puisque pareil, à en croire cette propagande politico-médiatique, les manifestations ont été peuplées de catholiques d'extrême droite, je sais quoi, Saint-Nicolas de Chardonnay qui défilait. Non, moi j'ai les photos qui prouvent, on a fait le selfie, je défilais moi à côté de gens qui c'était la Fédération anarchiste de France. Pas tout à fait des catholiques d'extrême droite. Une autre c'était la CGT, machin. Waouh, ok. Mais donc parmi toute cette foule, et ces gens en réalité très différents, j'ai trouvé à un moment donné une personne qui avait un panneau. En disant ils ont programmé un génocide, ils vont tuer la moitié de l'humanité. Ce n'est pas vrai. Mais quand j'ai vu ça, puis je dis bon, quand même, j'avais de la peine pour la personne. Je dis, comment peut-elle dormir le soir si elle pense ça réellement? C'est terrifiant en fait, vraiment. Et puis après, j'ai eu une autre chose qui me vient en tête, mais j'ai déjà vu ça quelque part. Et oui, je suis un papa qui a eu 2 adolescents, et la paternelle m'a amené à les suivre au cinéma pour me taper tous les Marvel. Et donc je me souviens très bien qu'il y a un épisode des Avengers. Les Vengeurs, c'est le même BD que moi que je lisais quand j'avais 15 ans. Donc il y a un épisode des Avengers dans lequel ils luttent contre un super méchant qui s'appelle Thanatos, de la mort dans la mythologie antique, qui effectivement va tuer la moitié de l'humanité pour son bien, qui a passé les ressources, tout ça, Bon, les dessins animés c'est une chose, la réalité c'est une autre. Et ce type de discours est terrible et permet en plus de discrédibilité. Juste parce que c'est la réalité. Il faut se réveiller, c'est très grave ces choses-là. Ces effets secondaires graves, vous le savez, sont tout types, concernent toutes les classes d'âge. Ça va du dérèglement menstruel chez les jeunes filles, aux troubles cardiaques chez les jeunes garçons, en particulier dans l'effort, jusqu'aux personnes âgées, aux réapparitions de cancers qu'on pensait disparus, etc. Et je répète, on n'en a pour l'instant que le début, et on en voit surgir par ailleurs que l'infime partie qui, comme toujours avec la pharmacovigilance, remonte et est déclarée, a fortiori l'infime partie lorsqu'on est dans un tel contexte de déni et de crédulité, en plus, où il faut à la fois de la lucidité et du courage pour un médecin à faire remonter une fiche de pharmacovigilance. Il lui faut en plus du temps, beaucoup de temps. Donc on en voit de toute façon, déjà d'ordinaire, on sait déjà qu'il y a 1 et 10% seulement qui peut remonter de toute façon. En plus, dans un tel contexte, on peut imaginer que c'est peut-être même pas 1%.
Voilà la réalité, qu'il faut regarder, je répète, tranquillement, là aussi, hein, sans raconter des bêtises, mais pas non plus en étant dans le déni. Parce que sinon, un tel déni risquera un jour d'être reconnu comme potentiellement criminel. Alors, j'arrive à ma dernière partie. Qui ? Et je sais bien que la question est dans toutes les têtes, bien sûr. Hein. Qui, pourquoi, comment nous impose tout ça ? Nous impose tout ça sans qu'on puisse même discuter, on lève la main, on se fait taper dessus. Hein. Tous ceux qui l'ont fait le savent d'expérience. Et là aussi, la réponse ne tient pas en une phrase, c'est pas possible. Et c'est pas en une soirée en tapotant non plus sur YouTube. Voilà, non. Je passe mon temps aussi, bien sûr, de temps en temps, après personnes qui, en une phrase, vont nous expliquer, bien sûr, qu'il y a un grand complot. Ce sont des individus, en réalité très, très, très peu nombreux. Mais c'est ce qui sert la propagande. Dire, voyez, on vous a bien dit, tous ces affreux complotistes qui racontent n'importe quoi, machin, etc. Non. C'est le mot, en anglais, il dit c'est le buzzword, c'est le mot-clé du moment. Un complotiste, c'est formidable. En fait, c'est ce que je vais reprendre à nouveau une allusion à cet humoriste que j'aime bien, là, à Haroun. Le complotiste, c'est un point Godwin. Là, vous voulez faire taire quelqu'un, complotiste, c'est fini. De toute façon, tue le débat, c'est fini, on ne peut pas discuter. Ce n'est que ça, en fait, pour refuser le débat. Il y a plein de techniques comme ça, c'est pareil, on ne peut pas discuter vos arguments, on va discuter le support, le site internet où vous publiez. Oui, mais il dit quoi ? Non, on s'en fout. Le prochain stade, c'est la couleur de la chemise. Voilà. Donc c'est ça, en fait. Le complotisme, c'est ça. C'est un point Godwin, c'est pour empêcher de discuter. C'est ça la réalité. Voilà. Donc c'est comme tout, c'est complexe, il y a beaucoup d'acteurs qui ont contribué à ça. Et ces acteurs ne sont pas un tout petit groupe de personnes qui se réunissent en secret depuis 30 ans, cachés, pour faire advenir parce que l'histoire est écrite d'avance. Non, c'est plus compliqué que ça. Libre à chacun de croire ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Encore une fois, tout à le respect, la croyance, la religion, Dieu, ce que vous voulez. Pas le travail scientifique, c'est autre chose. Voilà, c'est une enquête. Alors c'est une enquête parce que ces choses-là ne sont pas toutes criées au grand jour, certaines le sont, mais pas toutes. Beaucoup de choses qui sont juste pas rendues publiques, qui sont cachées en ce sens-là, de pas rendues publiques. Voilà. Donc il faut faire enquête là-dessus. Moi j'ai travaillé au fond comme ferait, là aussi je vais prendre une petite image, mais comme ferait, vous savez, dans toutes ces séries policières, on voit un enquêteur après un crime, donc derrière lui il a mis un tableau, il a mis la photo des suspects, il cherche à faire des liens entre eux. Voilà, c'est ça que j'ai fait en sociologie, c'est d'analyse de réseau. On positionne les acteurs, on essaie d'étudier les liens, de qualifier ces liens, de quantifier éventuellement ces liens. Ces liens sont de différents types. Il y a des liens d'intérêt financier, d'intérêt idéologique, ça va juste parfois aux relations de famille, aux solidarités. Il y a toute une série de liens. Il faut l'étudier, c'est complexe, ces acteurs sont nombreux. J'ai pas le temps de tous les analyser, là aussi c'est un travail qui n'est pas fini, qui est en cours. Il y a des éléments, surtout dans le tome 1 du livre, mais c'est un travail qui n'est pas fini parce qu'on découvre des choses petit à petit, sont loin d'être encore toutes sorties. La justice américaine, par exemple, pays de contraste aux États-Unis. On a à la fois les pires bandits, je vais y revenir, et je n'emploie pas les mots par hasard, jamais. Je mets des points d'humour des fois pour faire passer les choses, mais j'emploie jamais les mots par hasard. J'ai parlé de bandits, encore plus clair, de délinquants multirécidivistes. Je rappelle au passage, la délinquance, c'est pas une couleur de peau, c'est pas une tronche, c'est pas une catégorie de personnes. La délinquance, il y a une seule définition, elle est juridique. C'est le fait d'enfrein de la loi. Voilà. Que vous soyez un jeune à capuche qui fume un pétard ou en costard-cravate avec un attaché caisse, c'est pareil. Vous enfreignez la délinquance, vous êtes délinquant. Vous enfreignez la loi, pardon, vous êtes délinquant. Donc on parlera de ces entreprises qui sont des délinquants multirécidivistes. Merck et Pfizer, les deux entreprises les plus condamnées de l'histoire de la justice américaine ces 20 dernières années. Total cumulé des amendes et des peines, plus de 10 milliards d'euros dans les deux cas. On voulait leur confier le sort de l'humanité. Donc on fait ce tableau, on positionne les acteurs, j'en ai au moins 7 types différents. J'ai des acteurs qui sont des organisations supranationales. J'ai déjà parlé de l'OMS, je vais en dire un petit mot, il faut rajouter l'Union européenne. On a bien sûr des gouvernements, on a bien sûr des industries pharmaceutiques, on a bien sûr des milliardaires qui financent une partie de tout ceci. On a bien sûr des médias qui aujourd'hui, on l'a vu, orchestrent tout ça, jalousent tout ça, protègent, répandent la propagande et tapent sur tous les gens qui lèvent la main. Tout ça.
Donc c'est voilà, et on a les GAFAM, hein, Google et Facebook en thème, qui mettent également tout ça en musique. Et tout ceci est public. Hein, ils ont des contrats signés, des lois avec les États, des contrats avec les médias. Voilà. Donc je ne peux pas en 10 minutes résumer tout ça, c'est trop long et trop compliqué. Je vais donner quelques petites illustrations rapides. Hein, pour rappeler des choses qui, comme tout ce que je fais depuis le début, sont juste factuelles. Voilà. On le sait, on ne le sait pas, on fait semblant de ne pas le savoir, on le cache, mais elles sont juste factuelles. L'OMS en a dit un mot. Quel est le petit souci qui pose des questions? Toujours pareil, quand je faisais mes études de droit au début, la deuxième moitié des années 80, cours de droit international, l'ONU, l'OMS, etc. J'avais appris, donc l'OMS était financée par les États les plus riches du monde, le premier c'était les États-Unis, etc. Ok? C'était à la fin des années 80. Aujourd'hui, chacun peut en faire l'expérience, sur le site internet de l'OMS, vous cliquez sur budget, oui, 2 colonnes, les États et les donateurs privés. Ok, je ne savais pas, je clique, donateur privé. Il y a une longue liste qui apparaît en ordre décroissant d'ampleur de l'argent donné. Le premier, c'est la fondation Bill Gates. Deuxième, c'est la Gavi, l'Alliance mondiale pour la vaccination. Ça mérite d'être clair. Et puis il y en a toute une série d'autres comme ça, hein, d'autres fondations philanthropiques, jusqu'au Rotary Club, il y en a plein. Hein. Et donc à chaque fois, on ouvre un nouvel onglet sur le moteur de recherche, voilà. Incroyable opération scientifique. Et puis on clique sur budget, hein, Gavi, hop, j'ouvre, cherche budget, je clique, premier donateur et fondateur, Fondation Bill Gates. Ah, intéressant. Et je fais ça à chaque fois. Puis à la fin, je fais une addition. Puis je reviens à ma colonne les États et je compare. Je dis, ah ben ça alors, Bill Gates est devenu premier financeur de l'OMS. C'est juste factuel. Factuel. Alors, une question qui vient ensuite. Est-ce que M. Bill Gates, quand il va voir Madame OMS, lui dit, tiens, je ne sais pas quoi faire de mon argent, c'est ce qui est vrai. Il a dépensé $1 million pour son anniversaire. Hein, c'est public, hein, une partie là-dessus. Est-ce que juste il donne parce que voilà, c'est pour le bien déjà, ou est-ce qu'il donne en tenant un peu le chèque en disant on est d'accord que c'est pour faire quelque chose de particulier? Question légitime. Hein. Le complotisme serait de fournir la réponse alors qu'on n'en sait rien, et de présumer de telle ou telle attention, je ne sais pas quoi. Mais en l'occurrence, Bill Gates, il suffit de l'écouter, il s'en vante partout, il dit les choses. Il était au journal de TF1 en France il y a un mois. C'est pas compliqué de savoir ce qu'il pense, il le dit partout. Et s'il faut le résumer en une phrase, je veux contribuer à sauver le monde en vaccinant la planète entière. Il le dit. C'est pas un complot machinien, il le dit. Voilà. Donc oui, il y a un projet, oui, c'est certain. Et on comprend peut-être mieux pourquoi dès le début, l'OMS a donc adopté la doxa à la fin de l'histoire en mettant tous ses efforts pour faciliter la production des vaccins sans s'intéresser au reste, ou en contribuant à, par exemple, également dézinguer les propositions thérapeutiques des médecins qui disaient on peut soigner tout de suite. Hein. L'Union européenne, ah bah oui, voilà un truc nouveau d'ailleurs, note de bas de page. Beaucoup de gens ont la naïveté de penser que les crises, une espèce de parenthèse, hein, quand elle est finie, pouf, on revient à comme c'était avant et on n'en parle plus, au fond. Hein, c'est une erreur. Hein. C'est une erreur. D'abord, les crises sont en général agissent un peu comme des miroirs grossissants. On voit des tendances d'évolution qui montent dans la société depuis des années. On les voit mieux à certains moments parce qu'elles éclatent dans toute leur puissance ou leur violence. Et je pense même pour ma part que les crises sont souvent des moments d'accélération de l'histoire. Et certaines de ces tendances s'accélèrent et prennent une puissance encore plus forte. C'est ce qui se passe. L'Union européenne a joué un rôle extrêmement important en orchestrant la campagne vaccinale, hein, en faisant ce choix dès le début, hein, dans le projet COVAX, en mettant là encore les milliards qui vont pour ensuite organiser tout ça. Bien. Et c'est un moment d'accélération de l'histoire. La chose ne s'était pas produite 10 ans avant pour H1N1, ni encore avant. Et d'ailleurs, on a vu dans les mois qui ont suivi la guerre d'Ukraine, hein, le rôle que l'Union européenne a pris tout de suite, pareil, qui était encore inimaginable il y a 10 ans. Donc il y a bien des phénomènes d'accélération de l'histoire. Il faut les étudier. C'est tout à fait essentiel pour comprendre le monde de demain, hein, comme disait TM. Alors l'Union européenne se pose dans la position du chef d'orchestre d'organisation de la campagne vaccinale qui concerne un demi-milliard de nous, Européens. Ouais. On pourrait imaginer que dans une telle situation, du coup, se forme un grand comité d'experts internationaux et puis un grand comité qui représente tous les parlementaires des différentes tendances politiques dans un grand processus démocratique et scientifique. Je t'en fous. Quelle est la réalité? La réalité, c'est que la présidente de l'Union européenne, Madame Ursula von der Leyen, a négocié toute seule, intuitu, personnée,
avec M. Bourla, PDG de Pfizer, les contrats d'achat, etc., des vaccins, en échangeant des mails et des SMS privés. Quelques mois plus tard, lorsque les parlementaires s'en inquiètent, parmi lesquels la très courageuse parlementaire française Michèle Rivasi s'inquiète de cela, saisissent le médiateur des institutions européennes, l'ombudsman, et qui se retourne du coup vers Mme von der Leyen en disant « On voudrait lire les beaux SMS avec M. Bourla ». Et elle répond « Ce type pas bête, je les ai tous effacés. » Moche. Je répète, j'ai le fort sentiment personnellement d'être pris pour un imbécile. Et puis alors, pareil, du coup, affreux réflexe complotiste, horrible, que j'enseignais en plus à mes étudiants depuis des années, où j'ai formé des générations de complotistes sans savoir. Que dire là, des écoles de police, de gendarmerie, de la magistrature, où j'ai enseigné aussi, machin, tout ce qui enseigne donne des tissus de complotistes, c'est horrible. Ouais, juste parce qu'on se pose 2-3 questions, on les conflits d'intérêts, on suit l'argent, un peu de base quand même. Mais bon, non, dans le monde d'aujourd'hui, c'est autre chose. Ok. Mais donc, comme on peut s'empêcher d'avoir des vieux réflexes d'esprit critique et de recherche, on dit, mais en fait, c'est qui Mme Ursula von der Leyen? C'est un haut fonctionnaire qui représenterait le service public depuis 40 ans, machin? Bah, pas tout à fait, en fait, hein. Pas tout à fait. C'est pour ça que quelqu'un qui incarne tout à fait un des nœuds du problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, hein, ce sont des décideurs, en réalité, qui ont des pouvoirs, en l'occurrence, tout à fait exorbitants, et qui, tout au long de leur carrière, font en fait des allers-retours entre le public et le privé. Dans certains cas même en passant de la position de contrôleur à contrôler dans le même domaine. Ce qui ne devrait pas être possible. Ça pose des gros problèmes, très gros problèmes, en termes de trafic d'influence et de corruption. En l'occurrence, donc, Mme von der Leyen a fait une grande partie de sa carrière dans le privé, pas dans le service public, dont plusieurs années dans l'industrie pharmaceutique. C'est intéressant. On continue d'ailleurs à lire sa biographie officielle, rien. Elle a par ailleurs un époux qui travaille à la direction d'un groupe pharmaceutique impliqué dans la campagne vaccinale Covid-19. Ah bon? Intéressant. Et puis le pompon a un fils qui travaille chez McKinsey. Ah bon? Toute la famille. Et ce serait être complotiste que de dire qu'on a peut-être le droit de faire l'hypothèse qu'il y a un conflit d'intérêts? C'est une blague. C'est une blague, hein. On nous prend vraiment pour des crétins, hein. Vraiment, hein. Bon. Alors mon deuxième acteur, des petits mots rapides, les industries pharmaceutiques. Là encore, je m'excuse, il y a des rayons entiers de bibliothèques sur les pratiques délinquantes, dans toutes les industries d'ailleurs, hein. Le pétrole, les cigarettiers, l'automobile, l'agroalimentaire, partout, dans tout ça. Je sais pas, un exemple, vous vous souvenez, de 2017, c'est pas si vieux, hein. Je sais pas, on est une société de l'instant, machin, on vient tous Alzheimer, mais en 2017, c'est pas vieux, le Dieselgate, hein, bah ouais, il veut pas changer son process de fabrication, il truque les chiffres, il truque les tests de pollution de ses moteurs diesel, hein, vraiment, Volkswagen, Renault, machin, tous. La délinquance en col blanc, on appelle ça dans mon métier d'avant, criminologie, c'est le col blanc des cadres par opposition au bleu de travail des ouvriers. C'est là que ça vient l'expression. Je vous dis, costard cravate, attaché caisse, t'enfreins la loi, c'est pareil, délinquant. Tu le fais plusieurs fois, délinquant récidiviste. Donc quelles sont les stratégies? Mais ce sont les mêmes que pour les autres délinquants. Hein. J'avais écrit en 2014 un petit manuel qui était mon cours à l'université, sociologie de la délinquance. Il y a un chapitre sur la délinquance en col blanc, où j'analyse ça et je montre qu'au final, c'est les mêmes outils d'analyse que j'ai quand j'utilise dans l'autre chapitre des trafiquants de drogue. C'est les mêmes choses. Hein. Comment sécuriser son business, sécuriser ses filières de production, rendre invisibles les choses qui sont mal faites, qui sont cachées, qui sont trichées, etc. Essayer de corrompre les personnes qui doivent vous contrôler pour mieux assurer le petit commerce. C'est les mêmes types de stratégies en réalité. Hein, ce sont les mêmes. Et les industries pharmaceutiques donc déploient ça pour, ça s'appelle du trafic d'influence et de la corruption, déploient ce genre de stratégie. Alors de plein de manières, hein. Elles financent des personnes, mais elles financent aussi des institutions, des organismes de recherche, elles cofinancent, hein. Public, privé, les allers-retours, le cofinancement, l'entremêlement de tout ça. C'est bien des nœuds de tous ces problèmes-là. Et donc évidemment, c'est pas le petit, lorsqu'il s'agit des personnes, hein, à essayer d'influencer, voire de corrompre, c'est pas le petit médecin de campagne qui intéresse, c'est du gain petit, vraiment. Ce qui les intéresse, c'est de mettre dans la poche des gens qui ont des positions stratégiques, hein, en particulier dans les organes sanitaires de contrôle, allons-y, hein, à l'OMS, on en a parlé, hein, mais en France, au Conseil de santé publique, à la Haute Autorité de santé, au Conseil scientifique Covid-19, c'est-à-dire des gens qui